sommaire de cette édition au Sénégal, la garde à vue a été prolongée pour 22 personnes arrêtées dimanche dans l'enquête sur le massacre de 14 autres personnes en région casamançaise. Meurtre en 2 jours de 2 soldats camerounais dans les régions anglophones du pays. Les États-Unis ont condamné mercredi cet état de choses. Les Tunisiens expriment leur exaspération face à l'absence d'amélioration de leurs conditions de vie depuis la révolution. Le budget d'austérité pour 2018 n'était qu'un des motifs de la contestation. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par le Sénégal. Affaire tuerie en Casamance pour 22 Sénégalais arrêtés dimanche dans l'enquête sur le massacre de 14 personnes. La garde à vue a été prolongée. Les détails, c'est à travers cet élément. 14 jeunes hommes venus chercher du bois dans la forêt protégée de Bayotte, proche de Ziguinchor au Sénégal, ont été assassinés le 6 janvier. Les 22 hommes en garde à vue constituent les premières arrestations annoncées depuis le massacre. Ces personnes arrêtées dans l'enquête comprennent notamment un journaliste local. En effet, l'armée a engagé un ratissage en Casamance pour retrouver les auteurs de cette tuerie en détruisant toutes les zones de transit et bases supposées ou réelles de bandes armées. Lors de ce ratissage, au moins un membre d'une bande armée a été tué dimanche, selon l'armée qui a souligné que le bilan pourrait bien être plus lourd. Pour des experts, le massacre pourrait être lié à l'exploitation illicite du bois précieux en Casamance. Le 9 janvier, le ministre de la Justice a annoncé un renforcement de la répression du trafic de bois en Casamance. À l'exception des affaires liées au terrorisme où elle peut atteindre 12 jours, la garde à vue au Sénégal est de 48 heures renouvelable une fois. Les manifestations n'en finissent plus au Soudan. Un nouveau rassemblement contre la hausse des prix des produits alimentaires y a été dispersé pour la 2e journée consécutive mercredi. Les autorités ont procédé le même jour à l'interpellation du secrétaire général du Parti communiste. Reportage. Quelques 200 personnes ont de nouveau manifesté à Omdurman. Cette nouvelle manifestation enregistrée dans la ville voisine de Khartoum s'est tenue à l'appel du principal parti d'opposition, Ouma. Cette fois aussi, la police anti-émeute a fait usage de gaz lacrymogène comme la veille quand des centaines de manifestants s'étaient rassemblés près du palais présidentiel à Khartoum à l'appel du Parti communiste. À la suite de ce rassemblement, le plus important depuis le début de la crise, des agents du service national du renseignement et de la sécurité ont arrêté mercredi le secrétaire général du Parti communiste. Plusieurs hauts responsables du parti, dirigeants, étudiants et militants ont déjà été arrêtés depuis le début du mouvement de contestation. Le Parti communiste, qui est l'une des plus vieilles formations du monde arabe, a assuré que ses membres continueraient à se mobiliser et à organiser des manifestations. Par ailleurs, l'Union européenne a exhorté la semaine dernière le Soudan à autoriser les manifestations contre la flambée des prix. Le 7 janvier, un étudiant avait été tué lors d'une manifestation dans la région du Darfour, dans l'ouest du pays. On parle toujours violence, meurtre en 2 jours de 2 soldats camerounais dans les zones anglophones du pays. Les États-Unis ont mercredi condamné cet état de choses qui de plus en plus rend l'ambiance délétère dans la région. Reportage. Situation tendue dans les zones anglophones du Cameroun. Les États-Unis s'invitent dans le débat et tirent la sonnette d'alarme. Appel a été fait au gouvernement de faire preuve de retenue face à ces actes de violence imputés par les autorités aux séparatistes anglophones. Cette réaction vient après l'assassinat de 2 soldats camerounais. En effet, il a été enregistré le meurtre d'un marin camerounais à Ekondo Titi, dans la région du sud-ouest, le 14 janvier, et celui d'un gendarme à Oum, dans la région du nord-ouest, le 15 janvier. Pour les États-Unis, le dialogue est la seule voie vers une résolution des griefs légitimes exprimés par la minorité anglophone du Cameroun.
Cette communauté, qui constitue environ 20% des 23 millions d'habitants du pays, proteste contre sa marginalisation depuis plus d'1 an. Si certains anglophones exigent le retour au fédéralisme, une minorité réclame la partition du Cameroun. 2 scénarios dont Yaoundé ne veut entendre parler. Autant le président Paul Biya et les autorités camerounaises ont accru la pression sécuritaire et la répression des manifestations séparatistes, autant les rangs des sécessionnistes se sont étoffés ces derniers mois, en même temps que se sont multipliés les incidents violents. Les observateurs craignent l'émergence d'une insurrection armée dans la région. En Tunisie, le budget d'austérité pour 2018 n'était qu'un des motifs de la contestation massive de la semaine passée. C'était surtout l'occasion pour nombre de Tunisiens d'exprimer leur exaspération face à l'absence d'amélioration de leurs conditions de vie depuis la révolution. Les espoirs de la révolution de 2011 semblent être emportés par les vents. La Tunisie se retrouve aujourd'hui dans une situation de morosité économique et sociale criarde. Après des années de quasi-stagnation, le frémissement de croissance qu'a connu la Tunisie n'a encore eu aucun impact sur l'emploi, avec un chômage qui reste au-dessus de 15% et dépasse 30% chez les jeunes diplômés. C'est justement au cri de travail, pain et dignité que des manifestations avaient chassé du pouvoir le dictateur tunisien en janvier 2011. Tunisia 2020, un sommet d'investisseurs tenu en 2016, avait recueilli la promesse de 30 milliards de dollars d'investissement. Mais tout ceci n'est pas encore traduit par des projets tangibles, tandis que les 11 millions de Tunisiens sont à bout de patience. Ce qui justifie la vague de manifestations en cours dans le pays. Le gouvernement de Youssef Chahed a tenté de donner des gages d'amélioration du climat des affaires. Dans ce cadre, un nouveau code de l'investissement censé simplifier les démarches administratives a été adopté en 2016. Mais de nombreux blocages persistent, malgré la fuite du clan Ben Ali qui avait mis l'économie en coupe réglée. En Chine, Joshua Wong, visage du moins de l'immense mouvement pro-démocratie de 2014 à Hong Kong, de nouveau en prison. Il est condamné pour son rôle dans la révolution des parapluies. Cette actualité vient renforcer les craintes d'une empreinte croissante de Pékin sur l'ex-colonie britannique. Ardent promoteur du mouvement pro-démocratie de 2014 à Hong Kong, le jeune homme de 21 ans a été condamné à 3 mois de prison. Son péché, n'avoir pas respecté une ordonnance judiciaire exigeant l'évacuation d'un campement érigé durant les manifestations. Il avait plaidé coupable d'outrage à magistrat. Alors en liberté sous caution, l'accusé attendait l'examen d'un recours contre sa condamnation à 6 mois de prison pour un autre délit en lien avec les manifestations. Mercredi, le juge a décidé que la seule punition appropriée pour Wong est la détention immédiate. Un autre militant démocrate, Raphaël Wong, a été condamné à 4 mois et demi de prison. Le juge a refusé aux 2 prévenus d'être libérés sous caution, estimant qu'une telle décision relevait d'une autre cour. 14 autres prévenus ont écopé du sursis. La multiplication des poursuites contre les militants démocrates et les condamnations à des peines de prison sont en train de museler le débat démocratique à Hong Kong. Ce que dénoncent les opposants. Qu'ils vous souviennent, le mouvement de 2014 avait représenté un défi sans précédent pour Pékin, des dizaines de milliers de manifestants paralysant des quartiers entiers de la mégapole pendant plus de 2 mois. Il réclamait alors un véritable suffrage universel pour l'élection du chef de l'exécutif local, en lieu et place d'un système qui le voit désigné par un comité acquis à la Chine. La semaine prochaine se tiendra un jugement crucial en appel pour l'avenir politique de Luiz Inácio Lula da Silva. Mardi, l'ex-président brésilien s'est montré combatif, dénonçant devant un parterre d'intellectuels à Rio de Janeiro les mensonges dont il fait l'objet. Luiz Inácio Lula da Silva est à 72 ans, accusé d'avoir bénéficié des largesses d'un groupe de BTP. Ce dernier lui aurait offert un triplex en bord de mer en échange de faveurs pour l'obtention de marchés publics de la compagnie d'État Petrobras.
Alors qu'il sera jugé en appel la semaine prochaine, l'ex-président du Brésil s'est montré rassurant mardi. Je veux prouver mon innocence. Je veux la prouver. C'est peut-être pour ça que je suis le seul homme politique qui peut regarder la caméra et dire « La police a menti dans son enquête. Le parquet a menti dans ses poursuites. Le juge Moro a menti quand il m'a condamné. » Dans les rangs des citoyens, les avis sont divers. Les accusations contre le Parti des travailleurs n'ont jamais été pertinentes ni prouvées jusqu'à maintenant. Les Brésiliens méritent d'avoir Lula, mais je pense qu'il pourra réussir seulement s'il fait une autocritique. Nous ne pouvons en faire un culte de la personnalité. Le parti est responsable d'une nouvelle génération d'étudiants qui deviennent communistes, bolivariens, castristes et socialistes à cause de ce parti corrompu, composé de bandits et dangereux. Ayant déjà présidé le Brésil de 2003 à 2010, Luiz Inácio Lula da Silva se retrouve en tête des intentions de vote pour l'élection présidentielle d'octobre. Il a été condamné en juillet à 9 ans et 6 mois de prison par le juge anticorruption Sergio Moro. Il a été laissé en liberté en attendant son jugement en appel prévu le 24 janvier à Porto Alegre. Il pourra aussi bien être relaxé, incarcéré ou être autorisé à faire campagne et redevenir chef d'État. Les indépendantistes ont élu mercredi un de leurs, Roger Torrent, à la présidence du Parlement catalan. C'était lors d'une première séance parlementaire depuis les élections. Cette dernière visait à poser les jalons pour réinvestir Carles Puigdemont comme dirigeant de la région. 65 voix contre 56. Voilà le score par lequel les indépendantistes ont pris la tête du Parlement en Catalogne mercredi. Roger Torrent, élu de la gauche républicaine de Catalogne, a été désigné président du Parlement en l'absence de 8 députés sécessionnistes placés en détention ou en exil volontaire à Bruxelles, dont Carles Puigdemont. C'était lors de la première session du Parlement depuis sa tentative de rupture avec l'Espagne. À présent, conforté par cette victoire, Carles Puigdemont, depuis Bruxelles, veut être investi à la présidence, ce que refuse Madrid. Depuis leur tentative de sécession, les séparatistes catalans ont réussi à conserver la confiance des électeurs lors des élections régionales du 21 décembre. Ils ont obtenu 47,5% des suffrages et 70 députés sur 135. Cette majorité absolue des sièges doit désormais leur permettre en principe de désigner un président séparatiste. Le candidat naturel est Carles Puigdemont. Les deux principales listes séparatistes ont annoncé avoir trouvé un accord pour l'investir. La confrontation avec Madrid pour l'investiture de Puigdemont commence. Voilà, c'est cette information qui referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur SICA et ses différents sites, surtout notre application mobile. À très bientôt.